Nous les prendrons en compte juste après notre dernière intervention, dans laquelle on écoutera Katia Roux, qui est chargée de plaidoyer au sein du programme, Liberté individuelle et collective d'Amnesty International France et qui est en charge, des questions relatives aux libertés d'expression et aux restrictions des espaces de la société civile. Et son intervention, aujourd'hui s'intitule, «Défendre les droits humains, une activité à haut risque» et je vais laisser la parole à Katia. Oui, bonjour, merci beaucoup Sarah et bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation et l'organisation de ce cycle de séminaires extrêmement intéressant. Moi, mon intervention va être un petit peu différente parce qu'il s'agira ici plutôt d'apporter un éclairage international, mais je pense que ça fera écho à beaucoup de considérations qui ont été déjà mentionnées dans les interventions précédentes. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir présenter très rapidement, en réalité, ce à quoi finalement on s'expose quand on défend les droits humains aujourd'hui dans le monde. Donc c'est peut-être un peu ambitieux comme objectif, mais l'idée était un peu de pouvoir recenser les types d'attaques, on va dire, auxquelles font face les défenseurs des droits humains, celles qu'on va retrouver de manière régulière, récurrente et un peu partout. Et donc, je vais me concentrer sur aussi la figure du défenseur, non pas simplement comme une personne individuelle, mais aussi un groupe de personnes, une association, voilà, des personnes qui vont être mobilisées pour la défense des droits humains, qui vont le faire au niveau local, national, régional, et qui vont le faire surtout de manière pacifique pour répondre effectivement à la définition notamment des Nations Unies, donc c'est-à-dire sans inciter ou recourir à la haine, à la violence ou aux discriminations. Et donc, voilà, il y a une petite présentation support. Voilà, je passerai probablement rapidement sur certains points, mais ça me semblait effectivement important de commencer par pointer le contexte dans lequel effectivement aujourd'hui ces défenseurs, encore une fois au sens large, hein, individus, groupes, associations, opèrent. Puisque effectivement, on constate, mais ça, ce sera rien de nouveau, une offensive généralisée un peu partout dans le monde contre les droits humains directement, avec une forte progression de phénomènes récurrents qui sont très préoccupants, qui vont de la montée donc des autoritarismes, tout ce qui va être opacité des gouvernements et des entreprises, qui vont rendre encore plus difficile justement le rendre compte, les questions de justice, d'impunité, et puis l'accès à l'information et aux révélations justement des violations des droits humains. Un contexte aussi de corruption systémique, d'inégalités croissantes, de discrimination en tout genre. Bien sûr, la question du climat, de l'impact des droits humains et de la surexploitation des ressources naturelles et la montée des extrémistes religieux et politiques, pour donner voilà, quelques exemples de phénomènes qui, dans un contexte assez compliqué pour les défenseurs aujourd'hui d'opérer. Et donc, ce qui semblait aussi important en préalable, c'était de pouvoir en même temps pointer ce contexte, de pouvoir pointer les grandes tendances. En réalité, on en a déjà pas mal parlé dans les interventions précédentes, puisque en même temps qu'il y a une charge frontale contre les droits humains de manière, on va dire, généralisée, eh bien, ceux qui défendent les droits humains, celles et ceux qui défendent aujourd'hui les droits humains, sont devenus du coup la cible des attaques très ciblées qui vont être menées par des gouvernements, par des entreprises, par différents groupes, pour justement les empêcher, les réduire au silence et donc réduire ce droit de défendre les droits, puisqu'il existe effectivement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir après, c'est que quels que soient en fait les types d'attaques, l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire faire cesser l'exercice de ce droit, réduire au silence et au final empêcher donc la cause, la défense de la cause. Et ce qui semble aussi important, et ça a déjà été évoqué très, très largement en réalité, c'est que on a ce double phénomène. À la fois, il y a cette multiplication des attaques contre les défenseurs des droits humains, donc ces attaques qui grossissent, et en parallèle, on va avoir à l'inverse un rétrécissement des espaces de la société civile, des espaces qui se réduisent donc dangereusement avec, on en a déjà parlé, des entraves à la liberté d'association. On a pu recenser à Amnesty International sur les dernières années plus d'une quarantaine de lois qui avaient été passées dans différents pays qui venaient entraver le droit à la liberté d'association, précisément, que ce soit au niveau de l'enregistrement d'une association, que ce soit au niveau de la mise en œuvre de ces activités, que ce soit au niveau de l'accès au financement.
aujourd'hui marque le début effectivement de l'examen au Sénat du projet de loi sur confortant les principes de la République, effectivement, comporte un grand risque d'atteinte au droit à la liberté d'association, notamment sur l'accès aux ressources. Donc, effectivement, ce sont des phénomènes qui se donnent à voir un peu partout dans le monde, y compris en France. Et puis, je ne reviens pas effectivement sur les attaques contre le droit à la liberté de réunion pacifique et notamment le droit de manifester qui a largement été couvert pour le contexte français, mais qu'on va retrouver effectivement un peu partout dans le monde avec une répression des manifestations assez, assez forte selon les contextes nationaux. Donc voilà, donc j'en viens effectivement aux attaques personnelles en essayant un petit peu de recenser les différents types d'attaques, ce à quoi s'exposent encore une fois les défenseurs aujourd'hui. Alors bon, c'est une classification qui peut être discutée, mais l'idée c'était de pouvoir rassembler les phénomènes qui vont être vraiment récurrents et qu'on va retrouver un petit peu partout. Et donc, à commencer par peut-être l'attaque ultime, les homicides et les disparitions forcées, qu'il est important de noter puisque, comme je l'ai écrit, c'est pas un acte isolé. Quand on en arrive effectivement à faire disparaître une personne en raison de l'action, de son action, de sa mobilisation, de son investissement pour les droits, ça vient généralement après toute une série de menaces, toute une série d'avertissements qui n'ont pas été pris en compte, qui n'ont pas été pris au sérieux, et qui donne lieu ensuite à une totale impunité pour les auteurs de ces actes. Et donc là, on est souvent sur des situations de défense des droits liés à l'environnement, aux terres, à la terre, au territoire, aux peuples indigènes. C'est aussi très souvent en Amérique du Sud, dans d'autres régions également. Mais c'est un type d'attaque très ciblé et effectivement tout à fait irréversible. Pour autant, il y avait des avertissements et des éléments qui permettaient effectivement d'y répondre bien plus tôt. Le deuxième grand type d'attaque que je voulais mentionner, c'était, et on en a largement parlé, c'est sur la slide précédente, pardon, c'est les persécutions par voie judiciaire. Donc là, on en a parlé effectivement en France, mais globalement dans le monde entier, les autorités vont faire un usage de plus en plus abusif du droit pénal, du droit civil, du droit administratif. Ça va se traduire concrètement par des poursuites en justice sans fondement, des détentions arbitraires, souvent des détentions préventives prolongées, et des violations du droit à un procès équitable tout au long de la procédure. Donc ça, c'est des éléments qui reviennent très souvent. Le but ici est toujours le même, hein, c'est discréditer au final la personne, le défenseur qui est visé, et in fine de décrédibiliser la cause pour laquelle il ou elle se bat. Et ça a un effet extrêmement dissuasif à la fois sur la personne, mais aussi sur toutes les personnes qui autour pourraient être tentées, entre guillemets, de se mobiliser aussi en faveur des droits humains. Et donc, la conséquence de tout ça, au-delà de l'effet dissuasif, c'est l'épuisement à tout niveau, l'épuisement des ressources, l'épuisement du temps, l'épuisement des énergies. Et donc, effectivement, ça fait partie des types d'attaques qui reviennent assez fréquemment. On peut passer, je pense, à la slide d'après, voilà. Et donc, dans les autres types d'attaques personnelles, là, je me suis concentrée dans un premier temps vraiment sur on va dire les risques sur les personnes. Et donc, on va retrouver effectivement tout ce qui est stigmatisation et campagne de diffamation. Là, l'idée, c'est de la même manière que la persécution judiciaire, hein, c'est vraiment d'acculer la personne, de l'empêcher d'agir. Et ce qui va être utilisé, c'est plutôt des accusations publiques. Ces personnes vont être assimilées à des terroristes, à des criminels, à des ennemis de l'intérieur qui vont venir déstabiliser le pays ou autre, des agents de l'étranger. Enfin, c'est toute une rhétorique négative qui s'est construite, tout un narratif en réalité qui ne vise qu'à décrédibiliser encore une fois celles et ceux qui sont mobilisés pour les droits, qui sont utilisés par généralement soit des régimes autoritaires, soit des acteurs spécifiques qui ont intérêt à faire taire ces personnes. Et on va retrouver le pendant en ligne avec ce qu'on appelle le trollage, où les défenseurs des droits vont être montrés du droit, menacés en ligne. Alors là, pour le coup, ça va être par des adversaires invisibles ou anonymes appelés trolls, mais qui travaillent dans des réseaux qui sont très complexes,
très développés et qui vont précisément aller cibler des militants en ligne pour, voilà, pour les discréditer et y compris les intimider avec parfois des menaces de mort ou en tout cas des messages extrêmement dissuasifs. Et puis le dernier, on va dire, le dernier type d'attaque personnelle qu'on a recensé, ça va être tout ce qui va être représailles de manière plus large, c'est-à-dire lorsque, par exemple, des défenseurs vont faire appel à des mécanismes de protection, on y reviendra dans quelques instants, saisir des mécanismes de protection ou lancer l'alerte, ils peuvent faire l'objet de représailles très, très concrètes, comme des interdictions de voyager, donc restriction de la liberté de circulation, refus de visa ou autre. Ça fait partie des types d'attaques auxquelles s'exposent les personnes qui se mobilisent pour les droits humains. Donc, je voulais simplement aussi noter à la suite les attaques contre les communications, puisque on parle un peu de ce double mouvement, à la fois donc la multiplication des menaces et des attaques personnelles, et puis le rétrécissement des espaces. Et tout ça se fait aussi dans un contexte de surveillance, on va dire, ciblée des défenseurs des droits humains, avec voilà, possibilités pour certains acteurs d'hameçonner, on va dire, les défenseurs, de pouvoir les suivre dans leur communication, dans leurs déplacements, dans leurs actions, et d'utiliser ces éléments contre eux pour ensuite les cibler. Donc ça, c'est tout à fait illégal, hein, au regard du droit international relatif aux droits humains. Et puis, il y a tout ce qui va être aussi censure sur Internet, qui peut prendre différentes formes. Ça peut être à la fois censurer les propos d'un défenseur ou d'une défenseur voilà, qui va poster des messages sur les réseaux sociaux, par exemple, d'appel à mobilisation pour une manifestation. Si je reprends un peu les exemples qui ont déjà été donnés. Et voilà, on a vu dans certains pays, en Égypte par exemple, des poursuites judiciaires sur la base de posts Facebook où des personnes avaient appelé à rejoindre une manifestation ou tout simplement relayer l'appel de manière tout à fait légitime et pacifique, et se sont retrouvées effectivement poursuivies et maintenus en détention provisoire prolongée, parfois des mois, voire des années. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui va être blocage de sites internet, donc où là, carrément, il s'agit d'effacer en fait tout ce qui se passe, de bloquer l'accès à l'information, d'empêcher les personnes qui souhaiteraient lancer l'alerte de pouvoir effectivement s'exprimer et diffuser les informations. Voilà déjà un premier tour d'horizon, on va dire, des types d'attaques qui peuvent être, dont les défenseurs des droits humains peuvent faire l'objet. Et puis, je voulais, dans un deuxième temps, revenir un petit peu sur les mécanismes de protection qui sont à l'œuvre, ou en tout cas qui existent au niveau institutionnel dans un premier temps, et de voir effectivement leurs limites, ainsi que ce qui peut être mis en place. Et donc, à partir du moment où effectivement on reconnaît l'apport essentiel des défenseurs des droits humains dans la préservation des droits et des libertés, on comprend que leur protection devient un enjeu essentiel et primordial pour la garantie des droits humains de tous, en réalité. Et c'est ce qui a été redit notamment en 98 lors de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains. Donc 50 ans après, en réalité, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celles et ceux qui au quotidien mettent en œuvre les droits garantis par cette déclaration et qui sont devenus la cible des attaques, effectivement, il est devenu nécessaire de pouvoir eux aussi les protéger. Et donc cette déclaration vient reconnaître le rôle essentiel que jouent ces acteurs de la société civile. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux droits, ce sont des droits qui sont déjà consacrés dans d'autres traités et textes internationaux. D'ailleurs, cette déclaration n'est pas contraignante juridiquement, malheureusement, mais elle a l'intérêt de faire peser sur les États, en premier lieu, la responsabilité justement de mettre en œuvre les différentes dispositions de cette déclaration, et en premier lieu de protéger les défenseurs des droits humains contre toute représailles. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'en réalité, on sait que c'est souvent les États qui, en premier lieu, sont aussi les auteurs des attaques contre les défenseurs des droits humains. Et donc, à ce titre, une procédure spéciale a été créée au niveau des Nations Unies. Le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits humains
qui est une rapporteuse en fait aujourd'hui, c'est Marie-Laure Lord, et qui vient en fait soutenir la mise en œuvre de cette déclaration. Et qui a un mandat, enfin un rôle assez important pour justement alerter, être en contact avec les différents acteurs locaux, mettre en lien les gouvernements et ces acteurs-là, pouvoir alerter, suivre des cas individuels, pouvoir publier des rapports annuels, etc. Donc, on peut revenir plus précisément sur le mandat, le rôle et éventuellement l'impact. Mais ce qui est important, c'est que, et c'est la slide suivante, ce mécanisme-là a été ensuite décliné au niveau régional avec dans les différentes institutions existantes, donc en Afrique, Amérique, Europe, des mandats qui ont été créés spécifiquement pour défendre les défenseurs et qui peuvent être donc saisis pour apporter une situation particulière de violation de leurs droits. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que ça serait un petit peu, enfin ça serait trop long. S'il y a des questions, on pourra revenir après. En Europe, ce qui est peut-être important de noter, c'est qu'effectivement, il y a eu aussi l'adoption d'orientation de l'Union européenne, qui est une feuille de route très concrète en réalité, si on parle d'outils, de ce que les États de l'Union européenne peuvent faire dans les États tiers pour mieux protéger les défenseurs des droits humains et reconnaître leur action. Donc c'est toute une feuille de route avec des actions très très concrètes qui peuvent être mises en place. Là encore, la limite, c'est qu'on n'est pas dans un outil contraignant et qui dépend évidemment de la volonté politique de l'appliquer ou non. On va peut-être passer, voilà. Et donc, ça pose la question de la mise en œuvre de toutes ces dispositions par les États qui, encore une fois, ont cette responsabilité première. Et donc, je crois qu'il me reste que quelques minutes, donc je vais aller très, très vite voilà, sur la fin. Simplement pour peut-être dire que très peu d'États, en réalité, y compris la France, n'a intégré cette déclaration dans le droit national, alors même que c'est effectivement une des demandes premières. On peut passer du coup sur et donc, aujourd'hui, la conclusion, c'est que les défenseurs continuent d'être effectivement en danger, ne bénéficient pas de cette protection adaptée suffisante. Et on voit très bien en fait les limites, puisque là, il y a aussi une incohérence, on va dire, en termes de cibles. Certains défenseurs vont être protégés, pas d'autres. Dans certaines régions géographiques, oui, et pas d'autres. L'approche est aussi à questionner en termes d'intégration des spécificités, par exemple liées au genre ou autres. Donc en réalité, et peut-être je conclurai sur ce point-là, la question de la volonté effectivement politique est clé, des compétences, des ressources également, mais simplement pour pointer qu'il y a maintenant 3 ans, s'était tenu à Paris un sommet mondial des défenseurs des droits humains, justement qui revenait en fait sur les 20 dernières années depuis l'adoption de la déclaration d'attaque contre les défenseurs et qui a produit un plan d'action en réalité à destination des États, des entreprises, des institutions financières, des bailleurs publics ou privés, des organisations intergouvernementales, avec toute une série de recommandations très, très concrètes à mettre en œuvre pour améliorer la protection et la reconnaissance des défenseurs. Et c'est un outil qui aujourd'hui est non seulement pratique, mais aussi très légitime, puisqu'en fait, il a été élaboré par la communauté des défenseurs eux-mêmes à l'issue de 3 jours de débats avec 150 défenseurs du monde entier, et qui pourrait être aussi un levier assez fort pour aller interpeller les États et les différents acteurs. Et j'en finis là. Il me restait, je crois, une toute dernière slide, mais simplement pour dire que, voilà, à défaut en attendant effectivement que les acteurs aussi au pouvoir prennent en compte ou intègrent ces différents éléments, au niveau des pratiques, des bonnes pratiques, ce qui peut se faire effectivement, c'est la construction de réseaux et de dialogues. C'est ce que les défenseurs poussent et appellent de leur vœu, que ce soit entre eux quand ils sont en lien avec les différents mécanismes de protection, mais aussi entre les défenseurs et puis les fonctionnaires de ces mécanismes ou différents officiels. Une autre préconisation très forte, c'est d'aborder effectivement ces priorités au niveau local, puisqu'il y a quand même des différences très, très notables en fonction des contextes. Et puis, le besoin de donner de la visibilité aux défenseurs ou aux associations, que ce soit à travers des mobilisations, campagnes publiques, que ce soit pour la libération ou des procès ou autres. Et puis, aussi améliorer l'image, c'est-à-dire
contrecarrer ce narratif négatif, cette rhétorique qui est très accusatrice vis-à-vis des défenseurs, avec une reconnaissance publique, des déclarations publiques, que ce soit dans les médias ou autres. Voilà, pardon, j'ai été un peu rapide sur la fin sur certains points, mais s'il y a besoin voilà, de revenir plus précisément dans les discussions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Katia. Et pour celles des autres qui sont intéressées, on mettra le PowerPoint sur le site internet. Donc, pas de souci à propos de ça. Donc, merci à toutes les trois. C'était très intéressant. Je pense que les présentations étaient assez complémentaires.